BFM Business. L'heure H, l'invité d'Edwige Chevrillon. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'heure H avec notre invité Bernard Monod, député européen et donc en charge du programme économique de Marine Le Pen. Bernard Monod, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec vous. Vous êtes un peu comme votre candidate, vous êtes venu avec plein de notes aussi. Et oui, parce que j'enchaîne après. Voilà, ça doit être pour ça. Justement, comment est-ce que vous avez trouvé le débat hier ? Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu déçu par votre candidate ? Pourquoi ? Je sais pas, quand on regarde un peu les sondages aujourd'hui, on voit que du coup, ça a cassé un peu la dynamique qu'avait Marine Le Pen. En tous les cas, dans les sondages. Quand on regarde le sondage d'hier des Labs, on voit que 63% des Français ont jugé, des téléspectateurs français ont jugé Marine Le Pen moins convaincante qu'Emmanuel Macron. Et puis il y a même son père, Jean-Marie Le Pen, qui dit qu'elle n'a pas été à la hauteur. Vous savez, les sondages, c'est une tendance. On a bien vu pour le Brexit, on a bien vu pour M. Trump, on a bien vu pour le traité de constitution en 2005. Finalement, c'est exactement. Et on a bien vu quand même pour le premier tour des élections présidentielles, c'était plutôt positif pour Marine Le Pen. Donc parfois, ils vont dans le bon sens. C'est une tendance, voilà. Donc pour moi, le vrai sondage, c'est le jour des élections. Nous serons fixés, et puis voilà. Mais vous, sur le débat d'hier, vous l'avez trouvé quoi ? Formidable, exceptionnel ? Vous l'avez trouvé comment ? Écoutez, au niveau, à la hauteur, elle a présenté son programme, elle a aussi dénoncé tous les méfaits du programme de M. Macron en termes sociaux, en termes économiques, la soumission à l'Allemagne, la soumission à l'Union européenne. Voilà, donc les gens aujourd'hui ont bien vu qu'il y a un vrai clivage entre les mondialistes représentés par M. Macron et donc les patriotes par Marine. Et en même temps, lorsqu'on écoute un petit peu les éditorialistes ici ou là, ou même lorsqu'on a regardé ce débat, qui a quand même été un peu pénible, il faut le reconnaître. Long. Surtout pour les candidats, enfin même pour le téléspectateur. On se pose quand même la question elle était quand même assez agressive, notamment dans le démarrage, l'entame de ce débat. On a l'impression qu'elle a fait une stratégie un peu à rebours de tout ce qu'elle fait depuis 5 ans, c'est-à-dire un peu de dédiaboliser le Front National, d'avoir toujours un grand sourire. On était un peu surpris par sa stratégie d'hier soir. Je crois que vous vous attachez trop à la forme et pas assez au problème de fond. Le problème de fond, c'est que la France est en péril. Cette élection. Oui, mais je reste sur le débat. On y va. Oui, mais je parle du débat. La France est en situation extrêmement grave, notamment au niveau économique, mais aussi au niveau de la sécurité, etc. Donc c'est un choix de civilisation. Donc je pense qu'elle avait aussi un ton grave tout en étant affable. Mais je crois que ne vous attachez pas autant à la forme. Je crois que M. Macron n'a pas été très sympathique non plus, en niant systématiquement ce qu'elle avançait en parlant de mensonges, alors que de plus en plus il s'avère que tout ce qui a été avancé est une réalité. Voilà. On va y revenir, vous imaginez bien. Dans la grande braderie de M. Macron en termes de grandes entreprises stratégiques françaises, ainsi que d'entreprises privées. Voilà. On ne parle même pas des aéroports de Nice, Toulouse et de. Attendez là, mais ça n'a rien à voir avec ma question du débat sur le débat. Mais d'accord, on parlait du feu, de la forme. Moi, je vous parle aussi du feu. Mais elle n'a pas parlé d'hier, l'aéroport de Nice. Non, mais moi j'en parle. En l'occurrence, elle a parlé des SFR. En l'occurrence, elle s'est trompée puisque ça a été acté. Ça a été acté en avril. Il s'en est même vanté. Oui, mais pas du tout. Mais de Alstom, il y a bien eu. Absolument pas. Madame, il y a eu aussi. Il y a un moment. Mais non, je parle pas d'Alstom, je parle de SFR. Donc, alors SFR, où vous êtes parce que il a fait un arbitrage en faveur d'un groupe étranger, alors qu'il y avait des offres qui étaient faites par Bouygues. On s'aperçoit que M. Macron systématiquement privilégie les investissements étrangers. Et c'est totalement faux, Bernard Monod. Vous êtes quelqu'un d'assez précis d'habitude. Monsieur Drahi n'est pas à la tête d'un groupe qui est hors de la France. Il n'était pas ministre. Emmanuel Macron. Non, mais attendez, il fait bien partie d'un gouvernement. Non, il faisait pas partie du gouvernement. Il y a bien eu des décrets. Il faisait pas partie du gouvernement. Je suis désolée, on peut changer. Il y a bien. Mais d'accord, il soutient Monsieur. Il était soutenu par Monsieur Hollande. Il était dans le gouvernement. Il était conseiller spécial en économie. Donc il a participé justement à cette politique. Donc si vous souhaitez Arnaud Montebourg, d'ailleurs le décret. Là, vous risquez d'avoir un autre problème. D'ailleurs, le décret de Monsieur Montebourg, justement, il est passé à la trappe dès que Monsieur Macron est arrivé. Et donc, on a bien vu que toutes les grandes ventes et braderies qui ont été faites, c'est par Monsieur Macron, notamment sur Alstom, vous reconnaissez implicitement, notamment sur Technip, SFR, etc. Et attendez, moi je vous parle de l'aéroport de Toulouse, par exemple. La vente à un fonds d'investissement chinois. Oui, sur le débat, un instant. Marion Maréchal Le Pen vient de dire que si déjà Marine Le Pen fait 40%, c'est déjà une victoire. Est-ce que vous partagez ce sentiment ?
Non, on peut pas préjuger des votes des Français avant le 7 mai. Non, mais c'est elle qui le dit, c'est Marion Maréchal Le Pen. Vous êtes étonné par cette déclaration? Ça l'engage, mais personne ne sait aujourd'hui ce qui va se passer dimanche. Oui. Donc la messe n'est pas dite, tout simplement. Ah non, bien sûr, bien sûr. Ni dans un sens, ni dans l'autre. Oui, absolument. Mais est-ce que ça serait déjà une victoire si, par malheur, pour vous, Marine Le Pen n'aurait... La victoire, c'est si Marine est élue. Voilà. Parce qu'elle va changer le cours et redresser la France, alors que là, aujourd'hui, on va s'enfoncer parce que M. Macron passera par la politique de l'Union européenne et la Banque centrale européenne. Alors, il y a aussi hier, il y a eu cette histoire de Marine Le Pen, donc qui a insinué, suggéré que Emmanuel Macron pouvait avoir un compte offshore caché aux Bahamas. Il a porté plainte contre X. Elle n'a pas dit ça. Si. Non, elle n'a pas dit ça. Alors, elle a dit, je vais vous dire exactement la citation. Elle a dit qu'on pourrait découvrir des choses dans les... la citation exacte. J'espère qu'on n'apprendra pas que vous avez un compte offshore aux Bahamas. C'est ce que j'appelle une assignation, non? Vous appelez ça comment? Je ne sais pas si elle a parlé c'est précisément. Exactement, c'est sa phrase. C'est sa phrase. En tout cas, oui, voilà, elle pose des questions, effectivement. C'est une parce que, si je vous dis, comme par hasard, Bernard Manotier, peut-être comme par hasard ce matin, on apprend que c'est une rumeur qui court, qui vient de WikiLeaks aux États-Unis. Non, en fait, ça vient d'un forum qui s'appelle 4chan américain. Bah oui, donc voilà. Et donc vous savez bien qu'il y a des lanceurs d'alerte. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a découvert le problème de Panama. Alors, je vous signale que je suis membre de la commission Panama et on découvre des choses ahurissantes. En l'occurrence, moi j'ai pas vu, mais là pour l'instant c'est la justice qui va enquêter. Vous êtes bien d'accord? D'après tout ce qui a été retracé. Là, il y a présomption d'innocence, mais ça pose un problème de doute pour propagation de mauvaises nouvelles. Ça pose quand même un problème de doute sur sa moralité. Voilà. S'il devait être élu par malheur pour nous, dimanche, il y aurait un problème dolosif. C'est-à-dire que ce serait une élection dolosive. Voilà. Parce qu'on pourrait très bien découvrir ultérieurement qu'il a effectivement un compte à l'étranger. Nous, on a des documents qui prouvent effectivement cette information. Vous avez quoi comme document? Parce qu'il y a des documents qui circulent, qu'on a tous, je viens même de les regarder sur Twitter, où il y a des signatures qui visiblement, la justice va enquêter, ce n'est pas du tout la signature d'Emmanuel Macron. Vous avez d'autres documents, vous avez d'autres documents? Non, mais on a un acte de création de société au nom de la société La Providence, comme par hasard, c'est le nom de son collège à Amiens. Et puis d'autre part, il y a aussi sa banque, il y a également le nom de son teneur de compte. Voilà, ça fait quand même beaucoup de faisceaux d'informations. Et en même temps, donc il faut quand même qu'il s'explique. Oui, et le fait, il a porté plainte, comme ça va effectivement, il y a une enquête qui va être faite. Et le parquet a ouvert, il reste ça pose un doute. Est-ce que le fait que ça soit d'abord relayé par des sites américains, puis relayé en France par des sites russes, est-ce que ça crédibilise ou pas cette question, ou alors au contraire vous vous dites c'est n'importe quoi comme on peut trouver sur Twitter? Nous sommes, de toute façon sur Internet il y a le pire et le meilleur, mais ça pose une question, il faut qu'il y réponde oui ou non s'il a un compte à l'étranger. Mais ça engagera son éthique et sa morale. Mais est-ce que vous avez les preuves suffisantes mais pour insinuer, parce que c'est quand même... Mais on n'insinue rien du tout. La rumeur court. Non, c'est pas la rumeur, elle a couru en France à 19h30 mercredi. Il faut que les Français posent la question. Vous savez, aux États-Unis, ça a valu quand même l'affaire de Nixon avec le Watergate. Ça a failli faire aussi avec M. Clinton un problème d'impeachment, de mensonge. Donc il faut qu'il s'explique, tout simplement. Oui, mais il faut mais il faut trouver des preuves. Mais s'il y a l'enquête judiciaire... elle conclura. Vous pensez que c'est comme ça qu'on peut éventuellement, ça peut influer sur la suite de la campagne présidentielle? C'est-à-dire que s'il est élu, ça pose un problème de son profil moral. Voilà, il est capable. D'ailleurs, ça expliquerait aussi le problème de revenus de ces 2,5 millions d'euros dont il dit avoir dit. En quelque sorte dilapidé en espace de 2 ans son patrimoine. Bon, c'est quand même assez inquiétant. Bon. Ok, donc ça vous inquiète? Oui, moi ça m'inquiète. Ça vous inquiète? Si toutefois il est élu, ça m'inquiète. Oui. Alors si on revient sur une autre question qui a beaucoup inquiété les Français, qui m'a valu absolument des tweets dans tous les sens vengeurs pour l'expliquer que j'avais rien compris, mais visiblement je ne suis pas la seule à avoir mal compris cette question autour de l'euro. Donc vous allez nous expliquer, Jean Messia s'est expliqué ici, je n'ai toujours pas bien compris. On essaie tous de comprendre, on assiette des gouverneurs, on a Emmanuel Le Chypre aussi n'a rien compris, donc il va aussi essayer. C'est inquiétant quand même que personne ne comprend rien. Voilà, personne ne comprend, donc encore une fois, on va revenir. Pourquoi la France est dans ce aussi mauvais... Exactement. Alors vous me direz, c'est ce que François Hollande a dit
dans l'autre sens, à propos de Marine Le Pen, c'est que quand on ne prend rien à l'euro de cette manière, on ne peut pas devenir... Bon, alors je vais vous le réexpliquer, parce que je crois que j'avais déjà... Le calendrier de la sortie de l'euro, c'est quoi, Bernard Monod? Non, avant de parler du calendrier... Non, mais c'est ma question, pardon. Bon, alors, le calendrier, tout simplement, on va ouvrir des négociations, un dialogue dès l'élection de Marine. Okay. Il va y avoir des échanges avec les partenaires de l'Eurogroupe. Ensuite, les institutions, la Banque Centrale Européenne, la Commission Européenne, le Conseil Européen, etc. Et puis, on va laisser passer aussi les élections allemandes et italiennes, parce qu'avec les Italiens, notamment, on va avoir des alliés, parce qu'ils sont extrêmement eurosceptiques. Et à partir de là, on va finir la négociation en faisant des contre-propositions, parce que nous, on veut aussi garder un euro monnaie commune pour pouvoir faire du commerce extérieur. Il y aura deux monnaies. Non, il y aura une seule monnaie en France qui s'appellera le nouveau franc français, qui aura cours légal comme pendant 20 ans entre 79 et 99. Ouais. Hein, et à partir de 99, nous avons eu donc l'euro monnaie unique. Et ensuite, nous avons eu la monnaie fiduciaire en 2002. Alors, hier, Marine Le Pen parlait de 93 à... Voilà, tout simplement, voilà, jusqu'en 1999, nous avions le système monétaire européen avec l'écu. Jusque-là, nous étions d'accord. Voilà. Ouais. C'est à partir de 2002 que nous n'avons plus été d'accord lorsqu'on nous a dépossédé notre monnaie nationale. Parce que derrière, ce qui est important, c'est la politique monétaire, la politique de change. Nous, ce que l'on voudrait, c'est être comme le statut du Danemark ou comme le statut du Royaume-Uni. Ils ont la livre sterling, au Danemark, ils ont la couronne danoise, ils n'ont jamais voulu de rentrer dans la zone euro. Ce que je ne comprends pas, c'est l'intérêt. Parce que donc, il n'y a pas de monnaie, il n'y a qu'une seule monnaie en France. Il y a une seule monnaie en France, mais pour les entreprises, donc pour les particuliers, mais pour les entreprises, il y aura l'euro. Pour les entreprises qui font du commerce extérieur. Voilà. Qui exportent, qui font du commerce. La Banque Centrale Européenne, les États entre eux pour faire des paiements et des transferts. Alors, Marine Le Pen dit ce matin, une baguette qui vaut 1 euro, elle voudra 1 franc. Un nouveau franc. Oui. Mais quel est l'intérêt à ce moment-là? Non, le premier jour du non mais attends. Non mais oui. Alors. Pour les Français, ça changera absolument rien. Par contre, pour nous, au niveau de l'État stratège, ça va nous permettre... Quel est l'objectif de tout ça? C'est de faire un grand plan de réindustrialisation pour pouvoir le financer avec une capacité de financement qui viendra en partie de la Banque de France. C'est pouvoir relancer... C'est pas la planche à billets, ou alors accuser aussi Monsieur Draghi de faire la planche à billets avec ses 1500 milliards d'euros. C'est ce que disait Jacques Delarosière, ancien gouverneur de la Banque de France, à ce même micro tout à l'heure. Sauf que lui, c'est pour soutenir les marchés financiers. Nous, ce sera pour soutenir l'économie nationale, parce que notre objectif, c'est de remettre au moins 1 million 200 000 employés au travail. Mais je crois qu'il y avait une forme de dévaluation. De dévaluation, non. De dépréciation, oui. Nous, ce que nous voulons, c'est récupérer la perte de compétitivité qu'on a eue entre l'Allemagne et la France depuis une quinzaine d'années. Voilà. Donc on a décroché. Par la dépréciation. Si on a une euro-monnaie commune, vous allez avoir le Deutschmark qui va se réévaluer d'environ 15% et le nouveau franc français qui va se déprécier de 6%. Donc la baguette, il y a une perte de pouvoir d'achat quand même. Pour les exports, non, ça change rien au niveau français. Ça changera. C'est pour ça qu'on a pris 1 pour 1. Simplement, c'est par rapport à le commerce extérieur que ça va tout changer, parce qu'on va regagner des gains de compétitivité immédiats qui vont donner des marges d'exploitation et des marges bénéficiaires aux entreprises qui vont pouvoir investir, qui vont pouvoir embaucher, parce que ça va les libérer de ce carcan. Mais pourquoi on est 1 pour 1? Parce qu'en plus, dans votre système, il y a une sorte de taux de change fixe par rapport à l'euro, on est bien d'accord? C'est-à-dire, il y aura les Italiens avec la lire, la nouvelle lire, il y aura un taux qui sera fixé par rapport à l'euro. C'est ça. Mais j'ai l'impression que vous découvrez ça comme si c'était nouveau. Devant vous, il y a 1 an ou 2, je vous l'avais déjà expliqué. Vous m'aviez dit je sais pas. Et puis, en fait, vous reprenez le texte de 2012 dans le projet, l'extrait du projet de 2012. C'est en toutes lettres, une coexistence. Voilà. En 2008, vous reprenez les conférences de presse. Tout de suite. On l'avait déjà dit. Prenez les déclarations maintenant de Marine Le Pen ou de Marie-Maréchal Le Pen. On vous dit, maintenant on sortira peut-être après 2018. On va d'abord des négociations. Et puis si on a les négociations qu'on veut, peut-être qu'on sera pas obligé de sortir de l'euro parce qu'il y aura des nouveaux traités. Donc c'est pas complètement ce que vous nous dites, vous avez dit Bernard Monod. On propose une euro-monnaie commune, donc à nos partenaires, pour que ce soit un partenariat gagnant-gagnant pour tout le monde. Aujourd'hui, il n'y a qu'un pays qui s'en tire, c'est le Royaume-Uni. Vous voyez la balance commerciale, le Royaume-Uni, mais aussi l'Allemagne dans la zone euro, oui, c'était un lapsus révélateur parce que ça va très bien au Royaume-Uni, Dieu merci. Et donc, on voit bien la balance commerciale allemande, c'est plus de 250 milliards d'euros. Nous, on est à moins 50 milliards. Ça fait 15 ans que ça dure.
sûr. Bon, il faut toucher le fond pour pouvoir réagir. Donc nous proposons une alternative constructive dans l'intérêt général avec un euro-monnaie commune qu'on pourra appeler ECU si vous voulez, pour revenir dans le système monétaire européen et pouvoir commercer dernière question là-dessus, dans l'intérêt général. L'épargne des Français, parce qu'après on va parler justement d'évaluation et taux de chômage, puisque justement Marine Le Pen en a parlé hier lors de ce débat. On en parlera avec Emmanuel Le Chypre dans un instant. C'est ce qu'il a choisi comme chiffre ce soir. En termes de l'épargne des Français, l'assurance vie, etc., elle sera, pour vous, elle va rester en euros ou alors vous allez la faire basculer en monnaie nationale? Le nouveau franc? La monnaie qui aura cours légal en France, ce sera non, ce sera le nouveau franc français qui aura cours légal et qui permettra le paiement. Donc dépréciation, pour reprendre votre expression, de son épargne. Mais non, madame, sur le territoire, il ne peut pas y avoir de dépréciation. Si vous achetez, j'en sais rien, moi, une maison en Grèce, ou en Angleterre, il y aura une dépréciation. Par définition, la zone euro à monnaie, euro monnaie unique n'existera plus. Donc, par définition, les prix en Grèce auront aussi diminué. Bon, non, vous voyez pourquoi mais pourquoi? Parce qu'il y aura plus de zone euro. Il y aura toujours l'euro qui reste, il y aura toujours l'euro monnaie commune. Ben voilà, très bien. Oui. Donc, mais les 19 devises de la zone euro vont fluctuer par rapport à un cours pivot que sera l'euro monnaie commune, grâce au mécanisme de change 2 qui figure d'ailleurs dans le traité de fonctionnement de l'Union européenne. C'est l'article 140 et également qui fait l'objet d'un accord de 2006. Donc tout ça juridiquement existe. Oui, non, mais le Danemark en bénéficie et nous on veut élargir à tout le monde pour sortir du carcan de l'euro monnaie unique. Si mon compte en banque est déprécié, puisque c'est l'objectif pour rebooster l'économie française, forcément mon épargne elle est dépréciée par rapport au reste de l'Europe. Pas en France. Bon. Voilà. Là, pas en France. Mais d'accord, mais il n'y a pas. Si vous parlez de l'épargne, madame, moi je vais vous dire, il y a quelque chose de beaucoup plus grave qui s'est mis en place depuis un an. C'est l'union bancaire, ainsi que l'article 49 de la loi Sapin 2, qui mettre en place une législation qui est répressive sur justement l'épargne, parce que tout le système, je le dis, je l'affirme en tant qu'économiste, tout le système bancaire européen aujourd'hui est en état d'urgence. Toutes les banques sont sous-capitalisées, en particulier en Italie, également en Allemagne avec la Deutsche Bank et la Commerzbank. Donc aujourd'hui tout le système est extrêmement fragile. Donc lorsqu'une banque fera défaut, ils n'hésiteront pas à taper dans les comptes bancaires et dans les dépôts bancaires des clients et dans les contrats d'assurance vie, puisque très récemment, ça s'est mis en place. Oui, en l'occurrence. Donc les Français doivent le savoir. Leur argent, ils ne le savent pas, mais leur argent ne leur appartient plus. Mais pour l'instant, elle se porte très bien lorsqu'on regarde, parce qu'en ce moment, les trimestriels. Jusque-là, tout va bien, c'est ça. Emmanuel, une question, après c'est le chiffre de Le Chypre. Oui, parce que là, le monde que vous nous avez décrit, c'est le monde de vos rêves, avec effectivement tous les partenaires européens qui acceptent de revenir à une monnaie nationale. Absolument. Admettons que vous n'arriviez pas à les convaincre. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je peux vous dire qu'on fait des roadshows en Europe. Non, mais admettons. Non, mais attendez, je vous dis la réalité. On fait déjà des roadshows en Grèce, en Italie, à Chypre, en Espagne, au Portugal. Je peux vous dire que les gens nous écoutent très attentivement dans ce qu'on propose. Et c'est ce qu'on va proposer, parce que la France n'est pas isolée aujourd'hui dans cette situation. Regardez, dans les 11 candidats au premier tour. Et les Français ne veulent pas sortir de l'euro, puisqu'il y a 71% qui veulent rester. Parce qu'on leur a pas expliqué que c'est parce qu'on leur a pas expliqué le péril de rester dans l'euro monnaie unique. Et donc, qu'est-ce qu'on fait si vous n'arrivez pas à les convaincre? Mais on arrivera à les convaincre, croyez-moi. Moi, quand je vois la désespérance de monsieur Draghi, de monsieur Juncker, de monsieur Moscovici, de monsieur Dijsselbloem, etc., je peux vous dire que quand je les ai en commission économique en face, ils sont désespérés. Voilà. Donc, Bernard Monod, et si on n'arrive pas à les convaincre, on sortira. On peut continuer à discuter, il y a encore beaucoup de questions, mais il y a un point très important qu'il va soulever, et j'ai envie d'entendre votre réponse, et je pense que ça vous intéressera. C'est justement autour des dévaluations et du taux de chômage des Français. On va faire un petit peu d'histoire. BFM Business, l'heure H, le chiffre de Le Chypre. Alors Emmanuel, le chiffre que vous avez retenu ce soir, c'est 4 dévaluations du franc entre 1980 et 1986. Dans le même temps, alors justement, le taux de chômage, il a augmenté, pas augmenté, c'était un des points de désaccord hier entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Vous dites, il a augmenté de 2,3 points. Ouais. Donc ça a augmenté malgré les dévaluations ou quoi? C'était pas sur la même période. Non, c'était pas sur la même période. Non, moi mon point c'est est-ce que vous ne surestimez pas, est-ce que vous ne rêvez pas l'impact de la dépréciation de l'euro sur l'économie française? Si vous regardez, effectivement, il y a eu, alors dans le système que vous appréciez apparemment, qui était le système monétaire européen tel qu'il fonctionnait entre 79 et la création de l'euro, la France a dévalué 4 fois. La première fois en octobre 81, moins 8,5 par rapport aux marques, le taux de chômage
chômage est alors de 6,2 points. La deuxième dévaluation, c'est au deuxième trimestre 1982. Oui. Effectivement, on en a une autre au printemps 83, et à chaque fois, le chômage augmente de plus en plus. C'est-à-dire qu'en gros, après 4 dévaluations, on se retrouve avec un taux de chômage qui est 2,3 points plus élevé que ce qu'il était avant les dévaluations. Donc ma question, on n'a pas l'impression que les dévaluations, ça a beaucoup d'impact sur l'activité, sur le chômage. Est-ce que vous ne fantasmez pas un peu les effets positifs d'une monnaie plus faible? Est-ce qu'on rêve pas de notre modèle économique? Je pense pas qu'on rêve. Au contraire, on veut sortir les Français du cauchemar dans lequel on est aujourd'hui. Vous parlez exclusivement de la catégorie A du Bureau international du travail. Non, c'est le taux de chômage. Moi, je vous parle des chômeurs réels, c'est-à-dire les 6,5 millions de chômeurs aujourd'hui qui sont en situation 2,1 millions depuis 25 ans. Donc vous parlez ABC, on va quand même expliquer. Ben oui. Oui, non, mais là, c'est le taux de chômage BIT classique. Voilà, non, mais vous parlez que de la première. Donc là, moi, je parle le chômage BIT. Non, c'est pas la première. On n'est pas chez Pôle emploi, là. On est sur les statistiques BIT. Oui, Bureau international du travail. Au global, toutes les catégories. Oui, taux de chômage global, BIT. Ok. Alors, le problème, c'est que, moi, je sais pas, quand on regarde les évolutions entre les années 70, 80, 90, 2000, 2015, voilà, on voit bien que le chômage a explosé quand même. Bon, Pompidou disait au début des années 70, à 500 000 chômeurs, ce sera la révolution. On est à 6,5 millions de chômeurs aujourd'hui. Pourquoi? Parce que notre pays s'est désindustrialisé. Un pays sans usine, c'est un pays sans emploi. 2 100 000 emplois industriels qui ont disparu. Avec toutes les sous-traitances derrière, ça fait au moins 2 ou 3 emplois supplémentaires. Et donc les dévaluations pour vous, c'est créateur d'emplois? Il faut réindustrialiser notre pays. Comment vous faites si vous n'avez pas la capacité financière avec la Banque de France et la volonté politique d'un État stratège pour réindustrialiser dans les grands secteurs macroéconomiques? Et puis voilà, donc ce qu'il faut, c'est la bataille pour l'emploi. Donc, je veux dire, c'est que la dévaluation n'est pas forcément. Il y a moins de 5%. Pour répondre à Emmanuel Le Chypre, la dévaluation n'est pas forcément l'outil créateur d'emplois. Oui, mais il y a ce facteur-là, mais vous ne parlez pas du problème de l'inflation, parce que parallèlement, le franc fort a été, avec les convergences, etc., a augmenté depuis les plans Barre dans les années 80, etc., pour s'arrimer au Deutsche Mark, et c'est la baisse de l'inflation qui a généré structurellement du chômage. Ça, vous n'en parlez jamais. On est les seuls à en parler. Voilà. L'échelle mobile des salaires, c'est-à-dire rompre les salaires par rapport à la hausse de l'inflation, ça a été fait dans les années 84 par Monsieur Delors, sous Monsieur Mitterrand, et on a vu les résultats. C'est la fracture sociale. Pardon, ça a tué notre compétitivité. Notre industrie, si elle est en partie morte, c'est parce qu'on a nos coûts ont dérivé par rapport aux adversaires, parce que justement, c'est le franc fort de l'époque qui a tué la compétitivité. Ce qui va nous mettre en d'accord, c'est le chronomètre, désolé, et c'est la fin de l'heure H. Merci beaucoup, en tous les cas, Bernard Monod, donc en charge notamment du programme économique du Front National. Merci. L'un des deux pairs avec le professeur Sulzer depuis 2008. Absolument, mais puisqu'il y a Jean Messia, il y a Philippe Muller, absolument. Donc voilà. Les deux pairs, c'est professeur Sulzer et moi-même. En 2008. Donc le père du programme économique de Marine Le Pen. Merci à Emmanuel Le Chypre. Tout de suite, les décodeurs de l'écho, Fabrice Lundy. Nous, on se retrouve, bien sûr, ce week-end pour l'élection présidentielle.